Du coup, merci d'être présent ce soir. Euh, Comme on le disait, l'idée de ce soir, ça va être de voir de quelle manière est-ce qu'on peut exploiter l'expérience utilisateur pour créer des stratégies éditoriales qui ont du sens, qui apportent de la valeur. L'idée, c'est surtout d'ouvrir les horizons, de se dire que vous avez déjà sans doute une manière de faire avec le prisme de l'éditorial. Là, l'idée, c'est de voir comment une autre discipline en fait peut ouvrir des horizons et, et- et aider à voir qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire à nos utilisateurs et surtout comment on peut le faire, sur quel momentum, etc. Donc l'idée, c'est de faire du contenu. euh, Enfin, l'objectif ce soir, c'est surtout de comprendre les intérêts que vous pouvez avoir à intégrer des démarches d'expérience utilisateur dans vos stratégies de contenu pour faire en sorte de muscler encore le jeu de ce que vous pouvez proposer, par exemple, à vos clients demain ou de ce que vous pouvez imaginer pour vous-même. Donc l'idée, voilà, sur Better, il y a beaucoup la symbolique de muscler son jeu ou de faire en sorte que les projets qu'on mène contribuent à muscler l'arsenal des clients. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que le mindset utilisateur en fait puisse vous aider à- à muscler le jeu, tout simplement. Du coup, ce soir, on va parler de trois choses, ou en tout cas, l'idée, c'est de découper cette présentation en trois familles. Une première, comment dire, un premier chapitre introductif sur l'expérience utilisateur pour remettre du contexte, pour qu'on parle tous de la même chose. Un deuxième chapitre en mode, bah voilà, faire de l'éditorial en se servant de l'UX, comment on fait concrètement. Je précise là que c'est une méthode 100% custom personnelle, donc elle est libre. Vous êtes totalement libre de l'assimiler, la reprendre, la détourner, etc. Et le troisième gros chapitre, ça va être sur demain. Qu'est-ce qu'on fait en imaginant, qu'est-ce qu'on fait avec l'éditorial et l'expérience utilisateur demain? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans les réflexions et comment est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus organique, de plus vivant? Alors, en ce qui me concerne, donc je m'appelle Geoffrey Yeroum, je suis entrepreneur et designer. Je travaille aujourd'hui sous le nom Better, comme mieux. Euh, j'ai fondé et dirigé mon agence web et UX pendant 11 ans qui s'appelait Fantassin à Lyon. Avant ça, je suis passé par de la start-up, de l'agence. Euh, Mon profil, c'est designer à la base. Après, le fait que j'ai eu une agence pendant 11 ans m'a amené à faire de la stratégie avec les clients, comme j'étais sur l'avant-vente. Forcément, commercialisation, avant-vente, stratégie. On aborde toutes ces thématiques-là. Et le fait que j'ai un profil UX, fait que j'interviens facilement depuis longtemps avec les clients sur des ateliers d'avant-projet. Donc l'idée, c'est j'ai plus un profil qui va intervenir, qui va avoir de la valeur en amont des projets, plutôt qu'un profil qui va avoir de la valeur quand on va commencer à faire des pixels. Donc l'UX et l'éditorial, je le travaille depuis plusieurs années maintenant avec mes clients. Et le rapport que j'ai à l'éditorial est assez simple, c'est que j'aime écrire. Alors j'aime beaucoup plus écrire que je lis, mais en tout cas j'aime écrire et avec les années j'ai développé on va dire des appétences pour écrire. Alors je suis pas rédacteur, mais je me débrouille plutôt bien, je dirais. Alors la question du contenu aujourd'hui, vue par quelqu'un qui fait du design et par quelqu'un qui gère des projets web. Donc le premier point, c'est que culturellement, chez nos clients, le corporate est encore très très installé. Dans la majorité des cas que je rencontre ou que j'ai rencontrés durant les 11-12 dernières années, c'est on va d'abord parler de l'entreprise, de ses services, et après peut-être qu'on va parler des utilisateurs. Quand on va en parler, en général, c'est parce qu'on a un consultant qui nous a dit qu'il faut faire du contenu, donc on va faire un blog. Mais il n'y a pas vraiment une démarche, une démarche intégrée. On pense encore beaucoup corporate. Le deuxième point, c'est que le contenu aujourd'hui, c'est la phase la plus chronophage des projets web. Les avant-projets, l'UX, on arrive à le gérer facilement. Le développement, on arrive à le gérer facilement. Mais le contenu, ça reste chronophage. Pourquoi? Parce que les clients sont mal organisés. Ils anticipent vraiment mal la question du contenu. Ça veut dire que le contenu n'est pas disponible en amont. Et en général, les équipes ne sont pas préparées, c'est-à-dire qu'ils n'anticipent pas la charge, ils ne sont pas équipés non plus parce qu'ils n'ont pas la compétence d'écrire,
parce qu'écrire, c'est une compétence. Écrire pour le web, c'est encore une autre compétence. Et écrire pour des utilisateurs, pour convertir, c'est encore une autre compétence. Donc en général, ces compétences-là sont absentes et ça nous fait perdre un temps assez fou. Et le dernier point, c'est que ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que du fait du point 1 et du point 2, les clients sont vraiment demandeurs de patterns en fait, de modèles à suivre. Voilà, j'ai un contenu type pour présenter par exemple mon produit ou pour présenter ma fiche. En fait, je vais utiliser ce pattern, je le comprends et je vais le reproduire. Donc voilà, le contenu aujourd'hui, c'est beaucoup de potentiel, mais très peu de préparation et une culture très très basse. Un petit rappel sur l'expérience utilisateur. Alors, l'idée de l'expérience utilisateur, c'est de mesurer l'expérience que vit un client, un utilisateur lorsqu'il est au contact d'une marque, d'un produit ou d'un service. Voilà, ça c'est assez simple. Historiquement, l'expérience utilisateur est quand même appliquée aux projets digitaux. Elle a émergé avec avec les interfaces homme-machine, historiquement, et ensuite avec les projets d'interface web, plutôt les produits ou services en ligne, mode startup, etc., etc. Donc c'est vraiment ce monde-là qui a fait émerger l'expérience utilisateur. Cependant, en termes de domaine d'application, aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus large que le numérique. Le dernier point, c'est que l'expérience, quand on pense expérience, il faut bien imaginer l'expérience dans son ensemble, c'est-à-dire avant le contact, pendant le contact ou pendant l'interaction et après le contact, en fait. Dans, le- dans la discipline de l'expérience utilisateur, on s'intéresse vraiment aux différentes phases. En fait. Les outils de l'étude de l'expérience utilisateur, vous avez sans doute déjà entendu ces mots-là quelque part. Donc, on va faire des interviews utilisateurs, des études utilisateurs, on va faire de l'observation, on va faire de la mesure. L'idée, c'est d'obtenir des données des gens, mais aussi d'obtenir des données factuelles. Quand on obtient des données des gens, en général, on essaie toujours soit de les reformuler, de les rechallenger, ou d'y mettre un delta parce que chacun s'exprime avec des biais. Donc, il faut toujours qu'on prenne ça en compte, pardon. Quelques mots-clés qui sont liés à l'UX, donc persona ou archétype, pain points ou besoin, parcours utilisateur. Voilà. L'idée, c'est que on se demande toujours, oui, mais pourquoi on va mesurer l'expérience utilisateur? L'idée principale, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, on va vouloir créer un match, en fait. On va vouloir créer une rencontre, un momentum entre un besoin client, un pain point, une problématique client et une réponse de l'entreprise, en fait. La réponse de l'entreprise, ça peut être une information, un produit, un service ou quoi que ce soit. C'est juste, on va vouloir s'assurer que à une question, il y a une réponse. Si on se positionne sur cette réponse. Les champs d'application aujourd'hui de l'expérience utilisateur, ils sont vraiment vastes. Donc historiquement, ce que je disais, c'est qu'on appliquait beaucoup ça aux produits, donc aux interfaces, à la définition de produits. Mais en fait, à partir du moment où on mesure, où on agrège de la donnée utilisateur et de la donnée client, en fait, on peut appliquer ça au commercial, aux équipes de support, à l'avant-vente, au product design, au service design, aux stratégies de communication, au marketing, et on peut même aller plus loin en appliquant ça à l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui se revendiquent user-centric. Donc l'idée, c'est que on peut vraiment intégrer cette démarche d'expérience utilisateur à l'ADN. Donc voilà, on va passer au comment. En gros, comment est-ce que, en partant de l'UX, on arrive à monter des stratégies éditoriales. Donc, pardon, la méthode, elle va être simple. On va partir de l'étude des personas de nos utilisateurs. Donc, l'étude des personas, l'idée, c'est de se dire quels sont les archétypes d'utilisateurs que je rencontre en tant que marque, en tant que produit, en tant que service. Donc, quand on va chercher à identifier un persona aujourd'hui, en 2023, on va pas forcément chercher à savoir si le persona il est CSP+, s'il a un chien qui s'appelle Billy, s'il roule en 306 rouge et s'il a une famille, en fait. L'idée, c'est que on va essayer de contextualiser les données de nos utilisateurs, déjà par rapport à notre thématique, donc sur quel business est-ce que je travaille, et ensuite sur ce qu'on appelle des pain points. Donc, mon persona, sur ma thématique, qu'est-ce qu'il rencontre comme problème? C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses pain points? C'est quoi ses points de souffrance?
Et c'est à partir de ça qu'on va entamer la conversation avec nos personas. L'idée, c'est qu'on va faire en sorte que nos personas révèlent ces pain points. On va leur demander de les reformuler plusieurs fois pour être sûr, pour les affiner et pour être sûr qu'il y ait les bons mots qui décrivent le bon besoin. Et on va vraiment partir de ça pour monter une stratégie éditoriale. Pourquoi? Parce que le pain point, en fait, c'est un point de discussion, tout simplement. Donc dès que vous avez un point de discussion, forcément en éditorial, on a du potentiel. Après, on va aller plus loin. Une fois qu'on a un pain point, on va essayer de le lier à deux choses. La première chose, c'est la maturité. Je vais vous donner un exemple. Euh, Deux personnes qui arrivent chez le garagiste. La première personne qui vient, qui dit: Monsieur le garagiste, j'ai ma voiture qui fait du bruit, je ne sais pas ce que c'est. La deuxième personne qui vient, qui fait: Bonjour monsieur le garagiste, j'ai la courroie qui a un problème, il faut me la changer. Deux pain points identiques. J'ai un problème sur ma voiture. Deux maturités différentes. Premier exemple, maturité 0. J'ai un bruit, il faut me le réparer. Deuxième exemple, une maturité beaucoup plus haute, en fait. J'ai un bruit, je sais déjà ce que c'est, on va me le réparer. À deux niveaux de maturité différents, le garagiste va répondre de deux manières différentes. Le garagiste va répondre sur un mode expert avec celui qui sait déjà que ça vient de sa courroie, et il va répondre sur un mode beaucoup plus didactique et beaucoup plus grand public à celui qui a une maturité très très basse. En éditorial, c'est pareil. Le troisième point qu'on va étudier pour l'éditorial, c'est, et pour ce point c'est intéressant de faire venir des gens qui font du SEO, c'est d'étudier quelle est l'intention derrière le pain point, en fait. Est-ce que c'est une intention d'information? Est-ce que c'est une intention d'achat? Est-ce que c'est un besoin critique, etc., etc. Ces intentions vont nous permettre de positionner des types de contenus particuliers et de poser des objectifs particuliers sur un contenu. Si l'intention, c'est juste de prendre de l'information, ça va servir à rien de mettre des objectifs d'achat, en fait. Vu que l'intention, elle est claire, c'est de l'information. On travaille aussi avec une règle du jeu. En tout cas, c'est une règle du jeu que moi, que j'impose entre guillemets aux clients pour aller au bout de la démarche. C'est que, en fait, on va à contre-pied de la culture corporate dont je parlais avant. Ça va être, on parle à 80% de nos utilisateurs et à 20% de nous. Si vous regardez un peu la manière dont Google est construit, dont Google évolue, quand on dit que Google est devenu un moteur de réponse, ça veut dire que ce qui intéresse d'abord les gens, c'est la réponse à un problème en fait. C'est pas la description d'une société, de son équipe, de ses clients, etc. C'est d'abord le problème. Donc tant que le problème n'est pas résolu, ça sert à rien de dire qui on est, comme on est beau, de montrer des murs de logo, etc. Le problème n'est toujours pas résolu. Donc l'objectif de tout ça, ça va être de créer une narration pertinente. Donc c'est pas parce qu'on fait du contenu pour le web qu'on peut pas parler de narration, qu'on peut pas mettre un petit peu de poésie et qu'on peut pas mettre du sens et un petit peu de voilà, un petit peu de beauté des lettres, on va dire. Donc l'idée c'est créer une narration qui répond à une problématique et qui dresse un parcours sur le contenu, qui dresse un parcours jusqu'à l'objectif final. Ça va nous faire parler d'utilisateurs et de business. Donc potentiellement, on parle aux gens. Et en plus, comme ils viennent chez nous, bah, on arrive à atteindre les objectifs qu'on fixe nous. Donc c'est pour ça, quand on dit qu'on s'adresse aux utilisateurs ou bien qu'on raisonne en mode utilisateur, on ne fait pas ça gratuitement en fait. On raisonne en mode utilisateur pour mieux comprendre de quelle manière est-ce qu'on peut s'intégrer dans leur parcours, leur rendre service pour devenir pertinent pour eux, devenir incontournable pour eux et pour qu'à la fin, ils achètent en fait. On reste, dans le monde réel. Donc la méthode, donc c'est ce que je disais, c'est une méthode faite maison depuis ces dernières années. Elle est en deux points. Donc le premier point, c'est on part des personas, on recueille les pain points. Donc voilà. Ces pain points, en fait, on va les croiser avec des données SEO, par exemple, pour voir, ça va servir à les prioriser, en fait. Parce que si demain, vous menez une étude persona qui est large, vous sortez avec 15 pain points, ça veut dire que potentiellement, vous avez 15 contenus à mettre en place. Ça peut être un petit peu compliqué, un petit peu chronophage. Donc l'idée, c'est qu'on va s'appuyer sur le SEO pour voir qu'est-ce qui revient entre mes personas, études terrain et mon étude SEO, les questions qu'on est allé poser à Google.
Donc l'objectif, c'est de prioriser. Et une fois qu'on a fait ça, s'il faut, on regroupe les pain points. C'est-à-dire qu'il y a des pain points qui peuvent être formulés de deux manières différentes, mais qui appartiennent à la même famille ou qui signifient grosso modo la même chose. Donc si besoin, on ne va pas bêtement faire un contenu par pain point, mais si besoin, on va chercher à les regrouper. Donc on peut les regrouper par famille, par thème, par maturité ou par priorité business. L'étape 2, c'est ça, en fait. Donc l'étape 2, ça va être, c'est un tableau, tout bêtement, avec plusieurs entrées. La première entrée, c'est la priorité. Donc pour chaque listing, pour chaque contenu qu'on va lister, en fait, on va le prioriser. Voilà. Forcément, dans ces contenus, il y aura aussi page d'accueil, le blog, les articles, les catégories, etc., etc. Donc la page d'accueil va être prioritaire, forcément. La page de contact aussi. Par contre, donc dans la colonne 2, contenu, c'est là-dedans qu'on va mettre en place les contenus qui correspondent à nos pain points. Et ces contenus aussi, on va vouloir les prioriser. Donc contenu, niveau ça va nous donner, est-ce que c'est un contenu niveau 1, niveau 2, donc c'est le niveau dans l'arborescence. Le type, ça va être quel type de contenu c'est, est-ce que c'est une page, est-ce que c'est une archive, donc une archive c'est un listing, est-ce que c'est une fiche produit, est-ce que c'est un article, est-ce que c'est une landing page. Vous noterez qu'entre page et landing page, avant on parlait d'objectifs, entre page et landing page, vous voyez déjà que ça va avoir une influence sur l'objectif du contenu. Petite note aussi, je dis contenu parce que, à mon sens, que ce soit un article, une page ou une landing page, c'est la même chose en fait. C'est un contenu. Un contenu, c'est simplement une URL sur Internet. Que ce soit une page ou autre chose, ça c'est juste de la mise en forme. Juste une question, je crois que c'est forcément un contenu écrit pour toi, un contenu. C'est un contenu, c'est une URL. Donc ça veut dire que ça peut être une URL à laquelle il y a une information introductive et après c'est traité en vidéo, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment le contenu, c'est URL. D'ailleurs, la colonne d'après, c'est le dessin de l'URL. Moi, c'est des choses sur lesquelles je travaille beaucoup. On va essayer de faire un schéma d'URL, un pattern d'URL. On va essayer de faire en sorte que l'URL soit descriptive, synthétique, qu'elle ne soit pas assignée par défaut. On va travailler l'URL. Voilà, si elles sont bien travaillées, potentiellement, elles peuvent être retenues plus facilement. Et puis une URL courte et bien travaillée, c'est quand même beaucoup plus sexy qu'une URL par défaut générée par WordPress, par exemple. La colonne d'après, c'est accès. Donc l'accès, la question, c'est de se dire, mais on va y repasser, comment est-ce qu'on accède à ce contenu? Ça va vous donner des infos de contexte. Ensuite, vous avez deux colonnes qui vont concerner vos SEO. Donc, ce contenu, quel est son enjeu, quel est son poids, est-ce qu'il y a un keyword, etc. Et ensuite, on va rappeler le persona, la maturité du pain point, les objectifs qui vont nous amener à la structure du contenu. Donc, le contenu, c'est ce que je disais. Donc, je mets en place un contenu par pain point ou par groupement de pain points. Exemple, le pain point remonté par un utilisateur peut être, je ne sais pas par où commencer sur la question du contenu. J'ai fait un pain point où tout le monde peut comprendre ici. Donc, à ce pain point, on peut répondre par un contenu qui s'appellerait les 6 étapes pour débuter votre stratégie de contenu. Deuxième point, l'accès. Donc, donne des informations sur le contexte. Ce qu'il faut garder en tête, c'est quelque chose qui est très très ancré encore chez les clients, c'est on va rarement accéder à vos contenus par votre page d'accueil, en fait. S'intéresser à la source d'arrivée sur votre site, c'est se rappeler qu'il y a des contextes différents. La page d'accueil, c'est le contexte idéal. Je suis allé sur la page d'accueil, je l'ai scrollé, j'ai lu, ah, je sais exactement qui ils sont, maintenant je vais sur leur contenu. Oui, ça c'est un petit peu bisounours. La réalité, c'est que quelqu'un peut arriver sur votre contenu par une campagne ads, par un lien sur une newsletter, par un lien sur les réseaux sociaux, par un lien qui lui a été envoyé par email ou quoi. Par une recherche Google. Une recherche Google, exactement, résultat SEO, ou par la navigation. La navigation, je l'ai noté exprès parce que il faut aussi rappeler quelque chose. La navigation d'un site, ce n'est pas l'arborescence du site. C'est quelque chose qu'on confond souvent. La navigation, voyez-le plutôt comme un accès à des pages privilégiées, un accès ordonné à des pages privilégiées. Mais la navigation n'a rien à voir avec l'arborescence. En gros, le menu, c'est pas l'arbre. Donc ça, c'est pour l'accès.
Ensuite, le persona. Donc le persona, on l'indique dans le tableau parce que ça nous permet de rappeler la cible du contenu, en fait. L'idée d'un persona, c'est aussi de se dire que un persona doit être suffisamment documenté pour qu'on puisse essayer de se projeter dans notre tête et le personnifier. De là, il y a le point numéro 2. Si pour un contenu, on a plusieurs cibles qui sont radicalement différentes, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est déjà un premier point question. Donc vous avez deux choix. Soit vous priorisez en vous disant, bah en fait, d'un point de vue business, j'ai un contenu qui va toucher deux personas. Sur ces deux personas, est-ce que j'ai un persona qui est prioritaire en termes de business? Si oui, je priorise sur ce persona-là. L'autre persona, on peut se dire qu'il pourra arriver par adhésion, par capillarité, on va dire. Soit le deuxième point, ça serait de se dire, en fait, pour le même contenu, je fais une page dédiée par persona. L'exemple du garagiste avec le bruit, le bruit de la voiture, ce serait pour une même problématique, on pourrait faire deux pages. Comment identifier le bruit que fait votre voiture après 300 000 km versus quels sont les points de vigilance quand on change sa courroie. Donc un même problème, mais comme on a deux personnages radicalement différents, on peut établir deux contenus. La maturité. Donc la maturité, tout simplement, moi je la traite en trois. J'aime bien les choses simples. Basse, moyenne, avancée. Voilà. On ne fait pas plus. La maturité, elle va vous permettre d'ajuster la technicité de votre contenu. Un contenu sur un persona qui a une maturité basse, ça sert à rien d'utiliser du jargon technique. À l'inverse, un contenu sur un persona qui a une maturité haute, ça va être une erreur de ne pas utiliser du jargon technique. Une maturité haute va s'attendre à du jargon technique parce que c'est de cette manière qu'il va vous crédibiliser, que la crédibilité va fonctionner. Une maturité basse va s'attendre potentiellement beaucoup plus à du langage didactique et explicatif. La maturité moyenne, bon, c'est un petit peu voilà, c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ce que je conseille sur la maturité moyenne, c'est de mettre un petit peu de jargon technique. Et quand on met du jargon technique, on définit par exemple entre parenthèses avec une astérisque, ou en tout cas on met la définition pour être sûr déjà de montrer son expertise, mais aussi de montrer qu'on est accessible. Une idée que m'a remonté un client justement très récemment, c'est que en fait, ça vous permet aussi de définir des champs lexicaux par niveau de maturité. C'est-à-dire qu'une des problématiques que vous avez avec cette méthode-là, c'est qu'elle révèle qu'en fait, on ne peut pas forcément faire du contenu seul. Ça veut dire que pour un client, ou typiquement pour les clients avec qui moi je travaille en général, s'ils doivent s'appuyer sur des indépendants, par exemple, pour les aider sur la rédaction, on va avoir besoin de guidelines en fait. Et ces guidelines, on peut aussi les construire à partir de ça. C'est-à-dire, on va pouvoir donner des guidelines de langage, de champ lexical par rapport à la maturité d'un contenu. Moi, j'appelle ça l'UX Writing parce que l'UX Writing, je suppose que ça vous parle si vous faites du contenu. Euh, je pense que c'est là une des disciplines de l'expérience utilisateur extrêmement sous-cotée parce qu'aujourd'hui, l'UX Writing se résume un petit peu à acheter ce produit sur un bouton plutôt que en savoir plus. L'UX Writing, on peut vraiment le pousser et je trouve que sur le sujet qu'on traite aujourd'hui, l'éditorial et l'UX, il a tout son sens en fait. Et dans la définition de champs lexicaux particuliers, il a tout son sens. Ensuite, les objectifs. Donc ça c'est le sujet qui est toujours un petit peu complexe pour les clients. L'idée, c'est que pour chaque contenu, on va dresser un objectif. Un objectif, c'est quoi? C'est un verbe d'action spécifique. Convertir, c'est pas un objectif. Parce que convertir, ça veut rien dire. Générer du lead, c'est pas un objectif, ça veut rien dire. On sait pas ce que c'est un lead, en fait. C'est pour ça que un petit anglais, ça doit être votre objectif en verbe, il doit avoir du sens, en fait. Donc un verbe d'action pour l'objectif principal et potentiellement, vous pouvez indiquer deux objectifs d'étape en fait. C'est-à-dire que si l'objectif final, ça va être acheter, bah, sur votre contenu, on va peut-être devoir passer par des étapes avant d'arriver à l'achat. Donc ça peut être expliquer, convaincre pour acheter en fait. Mais on garde toujours la même logique, c'est que l'objectif, ça doit être un verbe d'action. Après, vous pouvez le documenter, hein, vous pouvez mettre des choses entre parenthèses, il n'y a pas de souci.
Donc exemple, rassurer, expliquer pour engager via un livre blanc. Voilà. Engager, c'est spécifique. Rassurer, c'est spécifique. Expliquer, c'est spécifique. On arrive à faire quelque chose avec ça. Générer du lead, on arrive à rien faire avec ça. Petite note aussi, en tout début de présentation, je disais que sur chaque pain point, il peut y avoir des niveaux de criticité aussi. Donc, si on reprend l'exemple de la courroie, c'est critique parce que si demain elle casse, en fait, je suis sans véhicule. Donc, au niveau de criticité, en fait, on peut adapter les objectifs. Les niveaux de criticité hauts, forcément, ça va être des gens qui sont dans l'urgence par rapport à leur pain point. Donc, vous pouvez ajuster des objectifs qui sont plus directs, en mode directement, soit susciter l'achat, soit générer une prise de contact. Donc ça, c'est pour objectif. Et après, structure de contenu. Là, normalement, si vous faites du contenu, dans votre tête, il y a tout qui commence à se mettre en place. Une fois qu'on a notre titre de contenu, qu'on sait de quelle manière on y accède, qu'on a identifié le persona, la maturité du pain point, la criticité du pain point et qu'on a les objectifs de la page, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a plus qu'à en fait. Donc l'idée, c'est que le dernier point, structuration du contenu, vous permet de définir la narration logique de votre contenu. Narration qui, du coup, vous aidera à apporter le bon message au bon, au bon moment, comme on parlait de momentum, et surtout avec la bonne posture et le bon ton, en fait. Je vous ai mis un exemple. Donc, si on repart de l'exemple qu'on avait tout à l'heure, je ne sais pas par où commencer sur la question du contenu. On peut se dire que le contenu qui va répondre à ça, le titre de mon contenu serait les 6 étapes pour débuter votre stratégie de contenu. Mon persona, ce serait responsable marketing d'une PME, par exemple. Le niveau de maturité, il est 2, parce que s'il se pose la question, c'est qu'il n'est pas expert. Par contre, si dans son pain point, il m'a déjà dit qu'il veut faire du contenu, ça veut dire qu'il n'est pas newbie non plus. Donc on est sur une maturité moyenne. On est sur une criticité 0 parce que aujourd'hui, si ça se fait pas tout de suite, c'est pas grave. En gros, pour définir la criticité, 0, c'est en mode si on fait rien, ça change pas, ok, tant pis. Et le niveau plus extrême, ça serait en fait si on fait rien là, on est mort. Et du coup, à partir de ça, les objectifs, ce serait de rassurer mon persona, de positionner mon offre et d'engager mon persona juste ensuite. La structuration liée, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose qui va vous surprendre, mais l'idée, c'est plus de se dire que la structuration, elle répond au découpage logique. Donc, pour répondre à tout ça, on va d'abord faire une mise en contexte en intro du contenu pour faire en sorte que le persona s'identifie vraiment bien à sa problématique. Donc, pourquoi c'est important de commencer sa stratégie de contenu, d'avoir une stratégie de contenu en 2023, des témoignages d'intro de gens qui peuvent correspondre à la cible. Ça aussi, très très important. Quand on utilise des témoignages ou des logos clients ou des choses comme ça, utilisez des témoignages qui correspondent à votre persona en fait. Si vous êtes sur un persona TPE, ça sert à rien de mettre des logos de grands comptes ou des témoignages de grands comptes en fait. Votre persona TPE ne va pas du tout s'y retrouver, ne va pas du tout réussir à s'identifier là-dedans. Donc mise en contexte, pourquoi c'est important? On rappelle les pain points, on met des témoignages, de la statistique s'il faut, des faits, etc. Ensuite, on va commencer, parce qu'on va commencer à se positionner. Donc là, on a rassuré les gens, on va commencer à se positionner. Pour se positionner, on va lui donner 6 étapes pour commencer à bien faire les choses. Et derrière, potentiellement, on va mettre, comme on continue à se positionner, on va mettre la vision de l'expert. Donc, on va faire parler un des experts de la société, par exemple en vidéo ou d'une autre manière, pour expliquer comment, en fait, une fois qu'on a ces 6 étapes, ça va être quoi les points de vigilance, il faut s'entourer, il faut créer des patterns, il faut avoir son équipe de rédacteurs, etc., etc. Donc là, on se positionne. On continue à se positionner comment dire, en expliquant le process et en commençant à expliquer comment on va vous aider. Donc là, on est dans les 80 premiers pourcents des contenus, c'est je m'adresse à mon persona, en fait. Là, je parle à mon persona. Quand je me positionne, je vais commencer à parler de moi et à parler de ce que je fais. Je commence justement, process,
comment vous êtes, voilà, c'est un accompagnement en 2 étapes. D'abord, on fait un audit, ensuite on fait ci, ensuite on fait ça, les phases temporelles, c'est à peu près ci, ça et cetera. Un petit logo wall, parce qu'on arrive dans la phase où on va vouloir s'engager et pour engager, votre persona, vous êtes forcément obligé, bah, de paraître crédible à ses yeux. C'est pour ça que les objectifs formulés comme ça intègrent aussi d'autres objectifs. Pour engager, il faut être crédible, en fait. Donc on va mettre du logo wall, de la preuve, du retour d'expérience, du testimonial client, une vidéo de témoignage client, de la stat, du livre blanc, etc., etc. Et ensuite, on arrive sur la fin de l'engagement, formulaire rendez-vous de découverte, avec éventuellement, on peut prévoir une réassurance. Donc, euh, quand on regarde tout ça, ça peut paraître assez, comment dire, simple, assez basique. Le truc, c'est que là, ça répond à un ordre logique et à un pattern logique de persona, sujet, maturité, criticité, objectif, et après je déroule en fait. L'avantage avec ça, le dernier point, c'est le niveau de maturité 2 me dit que je vais être sur un langage accessible, didactique, je ne vais pas être trop technique, donc je ne vais pas aller sur du niveau 3. Ça veut dire que si à un moment je parle de technique, en fait, je vais le définir. D'où le point sur l'explication des concepts. Donc voilà, en gros, aujourd'hui, ça marche comme ça. En tout cas, quand je le mets en place avec des clients. Retour d'expérience, donc après, ça doit faire à peu près 5 ans que je fais ce genre d'exercice avec les clients. Donc il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins. Les choses qui fonctionnent, c'est que souvent, ça permet, en termes d'expérience pour les utilisateurs des clients, ça permet vraiment d'avoir un meilleur match entre le besoin d'un client et les contenus que l'entreprise propose. On n'a pas besoin de la méthode complète pour avoir un meilleur match, hein. On a juste besoin d'aller parler aux gens. Donc potentiellement, si on a un meilleur match, ben, on a toutes les chances pour qu'il y ait un meilleur retour sur investissement. Le deuxième point, c'est que c'est une démarche qui est très SEO friendly. On se rend compte que l'exercice là, souvent, je le fais avant l'étude SEO parce qu'elle permet aussi d'installer chez les clients une culture utilisateur. En fait. Après, le SEO vient poser son filtre par-dessus et après, on a l'arbitrage final des contenus et de la priorisation des contenus qui est fait en croisant ce qui est intéressant pour les SEO et en croisant ce qui remonte des utilisateurs et ce qui est priorisé par rapport à ça. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, faire des contenus via les pain points, ça marche bien parce que ça correspond assez facilement à des recherches de longue traîne. Ensuite, étant donné qu'on pose des objectifs sur les contenus, en fait, on a des vrais éléments de mesure. En fait, si l'objectif c'est simplement de dire informer, on n'a pas lieu de dire que ce contenu marche pas en fait. Ce contenu n'est pas censé générer des leads, comme on dit. Il n'est pas censé générer des formulaires de contact. Il est censé informer. Donc si on veut mesurer s'il informe bien ou pas, on met en place un élément de mesure qui permet de voir si le contenu informe bien ou pas. Et le dernier point qui est intéressant pour les clients, c'est que tout ça, ça forme un pattern en fait. C'est-à-dire que moi, quand je travaille sur ces ateliers avec les clients, la restitution, c'est un Excel ou c'est un Notion, c'est un tableau en fait. Et à partir du moment où ils ont une restitution de ce type-là, ils peuvent en faire un document collaboratif, ils peuvent itérer dessus. Donc pour eux, c'est un vrai pattern. Ce matin même, j'avais un atelier sur cette thématique, et à un moment, on travaillait des fiches formation. Et les fiches formation, en fait, c'est un client qui fait de la formation sur mesure. Par contre, comme il est Calliope, etc., etc., il doit quand même avoir des modèles de fiches de départ, en fait. Donc en fait, on a travaillé une approche où chaque formation, elle est présentée au travers d'un pain point. Et c'était hyper intéressant parce qu'une fois qu'on en a fait une, on se rend compte que là, pour leur formation, ou en tout cas dans 2 grandes familles de leur formation, ils ont un pattern réplicable parce que l'objectif d'une formation en général chez eux, c'est de générer une demande de contact. Donc en fait, on peut appliquer ce pattern à toutes leurs fiches formation. Mais on peut aussi se dire que le pattern, pour certains contenus, il va être brisé. Pour une formation à part, il va être brisé parce que c'est une formation un peu particulière ou c'est une formation nouvelle, etc. Donc les patterns, c'est hyper intéressant pour les clients parce qu'ils arrivent à s'en sortir eux-mêmes
Et surtout, l'idée de ça, c'est de les rendre autonomes le plus possible, en fait. Si demain on doit réintervenir sur cette thématique-là, ça va plus être en soutien sur un niveau stratégique plutôt qu'en production à les aider à écrire. Parce on aura forcément plus de valeur en tant qu'intervenant extérieur sur ce genre d'atelier à proposer des réflexions stratégiques. Les points qui bloquent un petit peu plus, le premier, c'est que la maturité réelle des entreprises, déjà sur l'UX et ensuite sur l'éditorial, elle est basse. C'est-à-dire que quand vous avez affaire à un responsable marketing chez l'annonceur, par exemple, c'est quelqu'un qui va avoir énormément de sujets à traiter en même temps. Donc en fait, c'est pas une personne qui a la possibilité en termes de temps d'être experte sur un sujet. Et même quand ils se revendiquent experts, souvent, la réalité de leur quotidien fait qu'ils n'ont juste pas les moyens d'être experts sur un sujet. Donc la problématique, c'est que c'est un changement culturel et un changement d'approche qui est assez fort. Ça implique que pour les clients, il y a énormément d'éléments à assimiler, à traiter. En général, quand on fait un atelier de ce type-là, il y a quelques semaines avant que ça commence à rentrer. Donc ça, c'est un petit peu le danger, c'est une grosse vague d'un coup. Notamment pour le point 3 qui est entre parenthèses, la question de l'organisation. Et le dernier point, c'est que souvent, en fait, avec ce genre de méthode, ben, on génère beaucoup plus de travail pour le client en termes de contenu que ce qu'il aurait imaginé. Donc, est-ce que c'est un problème? Pour moi, non. Pour le client, en termes d'organisation, souvent source de tension. Donc, c'est là où, si demain si la méthode vous inspire et que vous menez un atelier là-dessus, ça peut être intéressant en restitution d'atelier de venir avec une roadmap et de venir déjà avec des gens sourcés dans votre écosystème, etc., pour éviter justement que les gens prennent peur. Voilà. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment on peut utiliser l'expérience utilisateur pour faire du contenu, on peut se poser la question de, donc ça c'était aujourd'hui, de demain, qu'est-ce qu'on peut faire en restant sur ces méthodos-là, là. Moi, il y a un sujet sur lequel je réfléchis pas mal, c'est une forme d'éditorial organique en fonction des comportements de l'utilisateur. Donc en fait, en fonction des comportements de l'utilisateur et en fonction, c'est ce que j'ai indiqué, de son positionnement dans le parcours d'achat. C'est-à-dire que aujourd'hui, on pourrait facilement imaginer en fonction d'une locale, donc une locale, c'est en fonction du pays de la visite, on pourrait imaginer un contenu particulier. Voilà, j'ai un paragraphe. En fait, si mon visiteur vient de France, je mets ça. S'il vient d'ailleurs, je mets autre chose. Donc localisation, maturité. Comment est-ce on pourrait définir des niveaux de maturité? Reste encore à voir comment est-ce qu'on peut les mesurer. Mais si par exemple vous avez quelque part si vous avez des cookies qui sont installés partout et que potentiellement vous arrivez à identifier quel est l'utilisateur qui est sur votre site, en fait, et que dans votre base CRM qui est pluguée avec tous vos cookies, vous arrivez, vous arrivez à identifier un niveau de maturité sur cet utilisateur-là, donc là, ça peut aller très très loin, on peut proposer une variante de contenu différente, en fait. Le comportement, c'est des exemples tout simples, c'est un returning visitor, en fait, on peut lui proposer quelque chose d'autre. Donc un utilisateur qui revient pour la troisième fois sur un site e-commerce, par exemple, ben, on va lui pousser un code promo, par exemple. C'est un petit peu comme un panier abandonné, mais basé sur un comportement. Bon, tout ça, ça veut dire cookie, donc voilà. Mais l'idée, c'est d'être dans la prospective. On pourrait aussi imaginer des langages évolutifs, notamment avec les chatbots. Imaginons que vous êtes sur le site de Laura Merlin, il y a un chatbot qui vous oriente, vous êtes connecté. Au fur et à mesure que vous parlez une fois, deux fois, trois fois avec avec le chatbot, on pourrait se dire que votre niveau de maturité augmente et du coup, on pourrait adapter le champ lexical du chatbot. Et ça donnerait un mode de conversation qui évolue avec la maturité des utilisateurs. Donc, on n'y est pas encore, mais voilà. Donc, si vous avez des idées là-dessus, c'est avec plaisir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Et si vous avez des questions, bah, je suis tout de suite. Merci Geoffrey, je pense qu'on peut déjà l'applaudir.